Précédemment dans Superstream. Après 2 premiers épisodes dans lesquels nous avons parlé de la saison 2 de Mercredi et de la saison 3 de Monstres, toute l'équipe de Superstream est de retour pour un nouveau numéro. Et cette fois-ci, nous vous parlons de programmes qu'on évoque assez rarement autour de cette table. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, j'espère que l'on vous a manqué. Superstream est de retour pour un 3e épisode de cette saison 2, avec toujours plus de jeux et d'avis sur les programmes que nous regardons tous les jours en streaming. Alors ce mois-ci, on a eu envie de mettre un coup de projecteur sur des programmes dont on vous parle quand même un peu moins souvent ici. Mais c'est un genre qui va se développer de plus en plus sur les plateformes. Et avant de vous en dire plus, place à nos chroniqueurs. J'accueille ce mois-ci Juliette Heusbrock, Marc Arlin, Aubéry Mallet et Stécie Arena. Bonjour à tous. Et on va commencer tout de suite ce numéro par la première partie de notre jeu L'appel à un ami. Alors Stécie, depuis la dernière fois que tu es venue nous parler de la saison 2 de Bref, il y a eu des petits changements dans Superstream, notamment dans les jeux, avec des nouvelles règles. Alors cette fois, c'est en 2 parties. La première, on va parler de programmes qui sont sortis et donc que potentiellement vous avez vus, aimés ou pas, sur les plateformes de streaming. Allô. 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 C'est parti. Et la première catégorie, c'est une nouveauté aussi, c'est le grand mix. Alors, on a demandé à ChatGPT de mélanger le pitch de 2 programmes. Il va donc falloir retrouver les 2 programmes en question. Juste une règle, je rappelle, pour ceux qui étaient déjà la dernière fois. On attend la fin de l'énoncé, s'il vous plaît, pour proposer les 2 noms. On y va, c'est parti. Un pisteur solitaire et un enquêteur obsédé traquent une entité aussi mythique que terrifiante. Plus ils avancent, plus la frontière entre magie, folie et prédation humaine se brouille dangereusement. The Witcher. The Witcher, saison 4, effectivement, qui vient de revenir sur Netflix. On dit le début. Un pisteur solitaire et un enquêteur obsédé traquent une entité aussi mythique que terrifiante. Le truc que t'as vu avec Marc Ruffalo, là. Task. Non, je crois qu'on l'avait déjà eu le mois dernier en plus. Task. Ouais, c'est pas ça. L'autre partie, c'est l'enquêteur, non? Ouais, je vois pas du tout. Enquêteur obsédé. C'est une enquête, c'est... Lazarus? Non, c'est sur Netflix également. The Asset? Non. Peut-être un peu compliqué à trouver, je vous le donne. C'est Le Monstre de Florence, qui est sur un fait divers en Italie, effectivement. Alors, The Witcher, Non, on veut même pas en parler tellement c'est nul. Ok, d'accord. On est comme ça. Moi, j'ai vu un épisode et c'est tout. Donc, je pense que tout est dit. Moi, j'ai vu toute la saison 4. Comme on l'attendait, le remplacement de Henry Cavill par Liam Hemsworth est une catastrophe internationale. Oh, surprise. À chaque fois qu'on le voit à l'écran, vraiment, on se dit qu'ils ont chopé un mec au fond de la régie, ils lui ont mis la perruque, voilà. Donc, vraiment, ça ne marche pas du tout. Les intrigues tournent vraiment en rond. Au-delà de ça, ça tourne vraiment en rond. Ciri, qui est censée être quand même la colonne vertébrale de l'histoire de The Witcher, on n'en peut plus, elle fait tout le temps les mêmes erreurs, c'est très répétitif. Voilà, on n'en peut plus. Mais malheureusement, ça va continuer. Parce que la série a été renouvelée pour une saison 5. Voilà. Il y a une saison 6, non? Non, heureusement, c'est la dernière. Non, c'est la dernière. C'est la fin. Je croyais qu'il y avait encore une saison. Mais en fait, ils auraient, une fois qu'Henry Cavill a dit qu'il partait, ils auraient dû arrêter. Alors, next. Au sein d'une communauté fragile, tensions, secrets et faux semblants s'entremêlent. Entre rivalité et alliances improbables, chacun tente de sauver ce qui lui reste d'air ou de pouvoir. Oula. Alors, même moi qui ai la réponse, il y en a un, j'ai un peu du mal à voir, mais ok. Alors, c'est 2 programmes très très différents l'un de l'autre. Pluribus? Non. Qui sont sortis récemment? El Refugio Atomico? Non. Plus récent. Ouais. Tu peux répéter, s'il te plaît? Au sein d'une communauté fragile, tensions, secrets et faux semblants s'entremêlent. Entre rivalité et alliance improbable, chacun tente de sauver ce qui lui reste d'air ou de pouvoir. Ce qui lui reste d'air? Ouais. C'est un indice, ce qui lui reste d'air. Ouais. C'est pour ça que je pensais à Réfugié Atomico. Ce qui lui reste d'air est un indice. C'est pour ça que je pensais à Silo. L'un des 2 programmes.
C'est quoi les plateformes qu'on essaie de chercher? Ok. Il y en a une, c'est Netflix, et l'autre, c'est Disney+. Paradise? Non. Ah non, c'est pas assez récent. Alien. Non. Olysphère. Qui est donc la série, une nouvelle série de Ryan Murphy sur Disney+, avec Kim Kardashian, Glenn Close, Sarah Paulson. Et la deuxième, ce qui lui reste d'air, c'est une série médicale. Respira. Allez. Honteux. Olysphère, Stécie, je crois que tu l'as regardé. Oui, je l'ai regardé. Alors, ça donne quoi, Kim Kardashian dans une série de Ryan Murphy? C'est assez compliqué à défendre parce que j'ai 1 million d'arguments pour défoncer cette série. Et à la fois, je l'ai regardée jusqu'au bout. J'ai remis certains passages et j'ai un peu hâte de la suite. Ne me regarde pas comme ça, Juliette. Non, mais en fait, c'est un peu le hate-watching, quoi. C'est mauvais parce que c'est assez mal joué. Kim Kardashian, toute l'attention est assez concentrée sur elle, en vrai, sur la série. Mais elle apporte rien. C'est très lisse. Son personnage, c'est vraiment ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans sa série Keep Up with the Kardashians. C'est rien de plus. C'est un défilé de la Fashion Week. C'est elle dans sa Bentley, elle dans son grand dressing. Et tout le reste, en fait... Et pourtant, c'est une fiction. Ce n'est pas la vraie vie. C'est ça. Et c'est ça qui nous perd un peu. C'est qu'on a l'impression quand même que c'est suivre la vie fictive de cette avocate jouée par Kim Kardashian. Le reste, en fait, les intrigues font qu'on a envie un peu de suivre ces nanas qui sont un peu badass. C'est un peu The Bold Type, un peu à l'époque. Je sais pas si vous avez vu cette série. Moi, ça m'a fait penser un peu à The Bold Type ou Suits, mais en très mauvais, quoi. C'est vraiment des avocates qui essaient de défendre des cas de divorce où les femmes ont été lésées dans l'affaire. Mais en fait, ça représente vraiment 5% de la série. Okay. Où on suit une affaire où il y a pas de... Elles essaient pas de creuser, il n'y a pas de scène où on voit vraiment comment elles essaient de défendre le cas. C'est juste des femmes un peu en crise de la quarantaine. Et au milieu, ils glissent des débats sur la chirurgie, et puis sur le féminisme, et puis sur l'argent. Enfin, c'est omniprésent dans la série, c'est vraiment un peu anxiogène et à la fois je sais pas si je regarde parce que c'est mauvais ou si c'est parce que c'est les persos qui sont tellement exubérants qu'on a envie de les suivre, mais c'est globalement mauvais, mal joué, pas intéressant et je pense qu'on peut commencer la série à n'importe quel moment, amusez-vous si vous voulez, vous louperez rien. Mais je vois, juste une parenthèse, je vois pas le rapport avec la phrase que tu as donnée. C'est ChatGPT qui fait un mix des deux séries. Voilà, faut pas trop. Parce qu'on manquait d'air aussi quand on regarde. D'accord, ouais, ok. Je me suis dit peut-être. Juliette, j'ai eu quand même l'impression effectivement que tu jugeais un peu Stécie sur le côté, elle est allée jusqu'au bout. Oui, alors moi de toute façon, je suis pas du tout cliente de ce genre de série, donc j'allais pas du tout regarder. Mais en fait, les critiques sont tellement mauvaises. Je crois qu'il y a des gros médias américains qui ont dit que c'était une honte pour l'histoire de la série télévisée. Enfin, voilà, on est vraiment sur une grosse vautrade. Alors, le côté ce qu'il reste d'air, c'était plutôt effectivement Respira. Ribéry, Respira saison 2, série médicale espagnole de Netflix, ça donne Écoutez, quoi à l'image de la saison 1, réussi pour ce qu'on en attend. Je trouvais que c'était toujours très intéressant sur le système hospitalier, la privatisation. Et après, voilà... Il y a des personnages attachants, des petits triangles amoureux, tout ce qu'on aime dans une série médicale réussie. Donc, c'est pas la meilleure série médicale de tous les temps, clairement, mais ça se regarde super bien et on passe un bon moment, même s'il y a des scènes d'opération un peu... À un moment, j'ai regardé, je n'aurais pas dû regarder en mangeant, par exemple, mais c'était une erreur de ma part. Alors, next, dans une ville rongée par ses propres fantômes, une explosion réveille des secrets qu'on croyait enterrés. Entre renaissance, vengeance et détonation du passé, personne ne sortira indemne. Ça, Bienvenue à Derry ? Non. Alors, explosion, il y a un truc, j'imagine. House of Dynamite ? House of Dynamite, donc le film de Catherine Bigelow sur Netflix. Et le deuxième programme, une ville rongée par ses propres fantômes. C'est pas ça, ouais, je pensais à ça. Ouais, c'est pour ça que je pensais à Bienvenue à Derry, ouais. Ça aurait pu. J'aurais tenté Pluribus. Je crois que quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure. Ah. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? L'IA7. Non. Si on se rappelle pas de ce qu'on a dit il y a 5 minutes, ça va être long. Oh là là. Non. Allez, c'est Lazarus, la série originale de Harlan Coben sur Prime Video, cette fois, non pas sur Netflix. Allez, on commence par House of Dynamite. Marc ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai plutôt aimé. Alors, le film est quand même assez déconcertant, notamment sur la fin, qui laisse un peu beaucoup de gens en plan.
que je ne révélerai pas du coup pour les gens qui l'ont pas vu, mais voilà, c'est assez étonnant. Pour le reste, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Cette multiplication des points de vue dans le film est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça rapporte de la richesse, je trouve. C'est très bien joué. Voilà, et effectivement, il y a un truc très immersif. En fait, on est tout de suite dans les salles de crise, les différentes salles de crise de l'armée américaine, à la Maison Blanche ou ailleurs, et de façon extrêmement directe. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'intro. On est directement dans le cœur du sujet. Et Catherine Bigelow, c'est quand même une réalisatrice qui a vraiment, qui a vraiment un talent incroyable pour ça, quoi. Ouais. Pour rendre des choses très immersives. Donc, ouais, très intéressant. Juliette? Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Et effectivement, Marc disait que la fin était assez débattue. C'est vrai que quand le film s'est terminé, en fait, c'est plutôt l'absence de fin, d'ailleurs, qui est débattue, l'absence de conclusion. J'avoue que j'ai eu la même réaction, je pense, que tous les abonnés Netflix, et je me suis dit, quoi ça se termine là-dessus. Et en fait, quand tu te poses un peu, que tu réfléchis un peu à ce que dit le film, de ce que ça dit justement de la gestion d'une crise nucléaire et de la menace qui est réelle d'une guerre nucléaire, voilà, tu te dis que, en fait, elle a bien fait de finir comme ça, puisque c'est pas la conclusion, le propos du film. Et l'idée, c'était pas de définir des rôles, mais de parler d'un contexte. Et moi, je trouve, à la réflexion, a posteriori, que c'était un très bon choix de fin, en fait. C'est dit au micro de Superstream. Et alors, le deuxième programme, c'était Lazarus, donc qui est une série de Harlan Coben sur Prime Video. Je ne sais pas si d'autres l'ont vu autour de cette table. Ok, moi, je l'ai regardé, du coup, parce que je regarde beaucoup de séries d'Harlan Coben. Et bien, j'ai trouvé que c'était l'une des meilleures qu'il ait faites récemment. Est-ce que c'est le fait que ce ne soit pas une adaptation d'un de ses bouquins, mais là, c'était une idée originale, peut-être. Ça peut peut-être s'expliquer par ça. C'est un thriller, comme d'habitude, mais auquel il mêle du surnaturel, ce qui est assez étonnant dans ses fictions, avec Sam Claflin qui incarne un psychiatre qui cherche à comprendre pourquoi son père s'est suicidé, et puis qui commence à voir des fantômes, en fait, des fantômes de patients de son père, et qui va essayer de détricoter, oh là là, c'est dur à dire tout ça. C'était vraiment bien, fin assez scotchante aussi, pour le coup, dans un autre registre. J'ai l'impression qu'on en parle moins parce que peut-être que c'est sur Prime Video et pas Netflix comme les autres. Donc c'est un peu dommage, mais voilà. Et il reviendra l'année prochaine de toute façon avec d'autres nouvelles séries sur Netflix. Le 1er janvier, quoi, à peu près. 1er janvier, chaque année, quoi, en fait. Tout à fait. C'est la nouvelle tradition du nouvel. C'est ça. On aura le choix entre ça et Stranger Things, c'est ça? Le 1er janvier. Alors, séquence suivante, les emojis. Ah oui. On rappelle la règle des points. 2 emojis, 2 points. Et ensuite, si on trouve à partir de 2 emojis, 2 points. Et ensuite, 1 point. Stécie, le concept est simple. J'essaye de vous décrire des emojis. Non, je les décris. Alors, elle les dessine sur son ardoise. Il faut m'excuser, c'est pas facile. Et donc, il faut retrouver le programme dont on parle. Alors, emoji micro. Nouvelle école. Culte. Oh là là. Culte. Culte. Bravo, Culte saison 2 sur Prime Video. Cette fois-ci, c'était consacré au To Be Free. Tout à fait. Moi, j'avais adoré la saison 1 qui portait sur l'histoire de la création du Love Story. Là, l'idée, c'est un peu de revenir à la genèse de ce groupe. J'ai pas du tout adhéré à cette nouvelle saison. En fait, ce qui était super intéressant en saison 1, c'était le côté coulisses de l'industrie de la télévision, tout ça. Donc là, j'espérais avoir un côté coulisses de l'industrie musicale aussi. Mais en fait, c'est très centré sur leur personnalité à eux, mais surtout, en fait, sur celle de Philippe. Du coup, j'ai pas trouvé ça aussi intéressant que ce à quoi je m'attendais, parce que du coup, il y a quelque chose de très égocentré autour de ce personnage-là. L'industrie musicale, elle est représentée par ce personnage qui est incarné par Daphné Burki. Et en fait, ce qui était bien en saison 1, c'est qu'il y avait des vrais personnages. Il y avait le personnage d'Alexia Laroche-Joubert, même si elle s'appelait pas comme ça. Et là, en fait, c'est un faux personnage, celui de Daphné Burki. Du coup, t'as l'impression que tout est faux. T'arrives pas à savoir si elle a vraiment écrit les paroles, si c'est vraiment elle qui a fait la chorégraphie, si c'est vraiment elle qui les a sortis du quartier. Du coup, tu t'y retrouves pas bien sur le côté histoire vraie, immersion. J'ai pas adhéré. Ouais, pareil, je trouve qu'effectivement, il y a des personnages qui sont quand même assez caricaturaux, celui de Grégory Montel aussi, qui joue le patron de la maison de disques. Oui, probablement, effectivement, Pascal Nègre est un peu comme ça. Mais bon, c'est quand même un peu caricatural. Pareil, le personnage qui est censé représenter Mia Fry,
Du coup, bon, ok. Je sais pas, ouais, il y a plein de choses qui manquent. Et effectivement, je trouve que aussi les acteurs, c'est un peu inégal. Voilà, je trouve que l'acteur qui joue Adèle, notamment, est pas tout à fait au niveau. Je trouve que le personnage de Franck est plutôt intéressant. Et j'aime bien, effectivement, l'idée d'avoir utilisé le vrai Franck, donc qui joue un peu le mentor et le prof de boxe, je crois, du personnage. Je trouve ça assez beau. Et là, il y a quelque chose d'assez beau, effectivement, de voir le vrai Franck qui parle au Franck de fiction. Ça, c'est un truc assez émouvant. Mais pour le reste, effectivement, et puis peut-être effectivement sur Philippe, malheureusement, entre guillemets, pour Prime Video, il y a eu la série de TF1, voilà, qui a du coup, juste avant, qui du coup a peut-être coupé un peu l'herbe sous le pied, quoi. Et j'ai l'impression qu'on en parle moins de cette saison 2 qu'on en parlait pour la saison 1 sur le Loft. Effectivement, ça fait un peu pchit, quoi. Moi, je me suis demandé aussi si c'était pas parce qu'on avait moins de données en connaissance personnelle dans l'inconscient collectif, un peu de l'histoire des To Be Free et de tout ce qu'il y avait autour, versus le Loft, où moi, il y a plein de codes qui me parlaient quand je regardais la saison 1, au-delà de tout ce que tu as dit, et je suis ultra d'accord. Mais j'ai l'impression que je connaissais moins de choses et que du coup, je reconnaissais moins de choses. Donc, ça me parlait peut-être un peu moins. Du coup, moins de nostalgie. J'avais les grandes lignes, mais pas le fond du sujet. Et quoi. pourtant, c'est hyper nostalgique pour notre génération. Ouais, mais tu vois, moi, Loft Story, quand on avait parlé de Culte saison 1, moi, justement, je faisais partie des gens comme Laurence qui n'avaient pas vu Loft, puisqu'à l'époque, je regardais pas, j'avais pas le droit de regarder les divertissements à la télévision. Voilà. C'est pour ça qu'elle se cache dans une salle obscure pour parler de donc, du coup, moi, j'avais pas cet effet ref nostalgique. Enfin, moi, Loana, évidemment que je savais qui c'était, mais j'avais pas d'attachement particulier. Donc, pour moi, c'est pareil, je repartais d'une page blanche sur les To Be Free. Ouais, et puis là, juste tout ce qui est nostalgique est un peu évacué, souvent en pré-générique. Par exemple, le côté Hit Machine, que tu aurais pu un peu plus développer avec les faux Charlie et Lulu, c'était assez marrant. Les voir, Charlie voilà, et tu Lulu, peux les voir et tu les vois 3 minutes. Il y a une autre séquence, je crois, quand ils refont la sitcom qu'ils faisaient à l'époque sur TF1, des productions, ça aurait été marrant un peu de jouer avec ça, avec tout ça. C'est évacué en pré-générique. Ils avaient de quoi s'amuser. Ouais, en fait, ils avaient de quoi s'amuser. Ils ont tellement centré sur les trois garçons que du coup, ça perd un peu de sa force. Est-ce que c'est parce que Franck et Adèle ont participé de très près a priori à cette série? Peut-être que du coup ils ont influencé un peu dans ce sens-là, mais pour nous c'est moins intéressant. Mais du coup c'est ça qui est étonnant aussi, parce que le fait qu'ils aient participé, on aurait pu s'attendre à ce que ça soit peut-être que ça colle plus à la réalité finalement. Ça colle à leur réalité probablement, mais il y a une réalité intime, alors que pour moi Culte c'était pas l'ambition de la série à la base. Alors prochain programme, emoji femme, emoji homme. Nobody wants this. Non, on tente à chaque fois. Voilà, bien. Belle remontée de marque en une seule question. Allez. Nobody wants this. C'est la technique Émilie Lopez. C'est toujours donner le même nom de programme à tout. Ça a fini forcément par marcher. Voilà. Nobody wants this, saison 2 sur Netflix. Alors, le mois dernier, dans Superstream, c'était la nouvelle saison que vous attendiez le plus. Et le soufflet est retombé aux grandes dames de Juliette. Et pas que d'ailleurs. Oui, moi j'avais adoré la saison 1. J'avais trouvé ça tellement frais comme rom-com, tellement drôle. Voilà, il s'amusait vraiment de ce décalage entre la nana trentenaire super exubérante qui en a pas grand-chose à faire de la religion, et puis ce très beau rabbin qui lui a une approche du judaïsme moderne, et en même temps qui doit composer avec le fait d'être tombé amoureux d'une nana qui vraiment n'a rien à voir avec tout ça. Et là en fait la saison 2 c'est juste, on en parlait avec Aubéry, c'est juste un replay de la saison 1. On commence à peu près au même point, on finit au même point, et entre les deux il s'est pas passé grand-chose. Et puis ils sont un peu devenus boring, non? En fait, quand les personnages principaux, c'est les personnages qu'on aime le plus, c'est quand même assez dommage, je trouve. Même si, en saison 1, on parle du couple Esther et Sacha, notamment, on les aimait déjà bien. Mais en fait, là, je trouve qu'ils prennent le dessus. C'est-à-dire qu'à la fin, moi, j'avais plus d'empathie avec eux que pour le couple principal. Donc, voilà, c'est un peu... C'est surtout une redite, en fait. Parce que clairement, à la fin, dans le dernier épisode, je me suis dit, non, mais en fait, ça, c'est la fin de la saison 1. En fait, pourquoi vous faites la même chose? J'ai pas trop... du coup, je comprends pas trop l'idée. Je comprends pas trop comment on en arrive là. C'est dommage, et du coup, moi, ça me refait penser à ce que je trouve parfois quand on découvre des petits bijoux comme ça, quand on a vu la première saison de Nobody Wants This. Alors effectivement, il y a toujours cette tentation de on a adoré, donc on veut en voir plus. Mais en fait, c'est bien aussi de rester sur un truc qui était super, quasi parfait,
et de justement pas décevoir sur la suite? Là, en fait, je pense que le défaut, c'est qu'ils ont voulu tirer sur la corde. C'est-à-dire que je pense que Nobody Wants This aurait pu faire une série en 2 très bonnes saisons. Sauf qu'en fait, je pense qu'ils voyaient plus loin parce qu'ils ont vu le succès de la saison 1, sachant que c'était une série sur laquelle Netflix ne misait pas du tout à la base. Ils n'avaient pas fait de promo. Et en fait, ça a été une vraie surprise pour eux, la saison 1. Et plutôt que de se dire, on fait une saison 2 qui offre une vraie suite et une vraie conclusion, ils se sont dit, tiens, imaginons sur 3-4 saisons. Ce qui fait qu'en fait, ils tirent. Et c'est pour ça qu'on a une saison 2 qui est la répétition de la saison 1, alors qu'ils auraient dû passer à l'étape suivante, en réalité, que la showrunneuse, elle, avait en tête dès le départ, à savoir que la saison 2, elle aurait dû être consacrée à tout le cheminement de conversion de Joanne. Et là, en fait, on est encore sur ces questionnements et tout. Et ça arrivera probablement en saison 3. Mais c'est bien la preuve que, encore une fois, des fois, Netflix, ils ont méchamment tendance à... Ouais, exactement. Après, voilà, on espère que la saison 3, qui du coup a déjà été commandée officiellement, justement rattrapera ça et que on va retrouver ce qu'on avait aimé dans la première. Programme suivant. Emoji micro et emoji télévision. Nouvelle école. Non. Non, j'aurais cru. Non, pour moi, c'était gagné. Bel effort. Emoji cœur brisé. Cœur brisé télévision. Validé? Non. Emoji détective. Watson? Non. Microsoft. Emoji feu et emoji sacoche. K-pop Demon Hunter? Non. Alors là, je l'ai pas du tout. C'est quoi ça? Emoji feu et sacoche. Colombo. C'est ça. La tentation, rien à voir. Emoji blabla, emoji éclair et emoji... C'est quoi ce pot pourri, Laurence? À toi là, Laurence, à toi là. Je m'arrête. chose. Alors, petite explication. Vas-y. Donc, c'était The Morning Show, saison 4, sur le monde des médias, cœur brisé, trahison et rupture, détective car secret et enquête interne, emoji feu, emoji sacoche pour les tensions au boulot et les scandales, et enfin, confrontation, prise de pouvoir, tout ça. Donc, c'est la saison 4 de The Morning Show, qui, à l'heure où nous enregistrons, est en train de se terminer sur Apple TV, dans laquelle on a retrouvé Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, et on a découvert Marion Cotillard. Plus grand plaisir de Juliette. Ouais. Oh là là. Si vous écoutez mais que vous ne regardez pas la version vidéo de Superstream, vous avez manqué la tête emoji choquée de Juliette. Emoji les 2 mains sur les joues. Emoji, j'aurais préféré ne pas voir ça, c'est ça. Alors, moi, Morning Show, les 2 premières saisons, je les ai trouvées excellentes. La 3e, on commençait déjà... encore une fois, à tirer sur la corde, voilà. Là, il se passe plus grand-chose d'intéressant. Alors, en fait, chaque saison, ils essaient d'amener des nouveaux enjeux auxquels font face, justement, les grands groupes médiatiques. Cette saison, c'est l'IA, principalement. Mais en fait, ils en font pas grand-chose. C'est vraiment un truc de fond. Pareil, ils introduisent sur les Jeux Olympiques de Paris, puisque c'est quand même une série qui est censée suivre les grandes actualités. Et ils avaient très bien traité le Covid. Là, les JO, vraiment, c'est un prétexte pour qu'il y ait du drama. On tourne vraiment au soap opéra, ce qui est vraiment dommage. Il y en avait, ça avait toujours été un peu comme ça, mais d'oser de façon à ce que ce qui prime, ce soit vraiment quand même le propos de fond. Là, c'est vraiment du soap opéra. Et alors, en la matière, Marion Cotillard, vraiment, c'est une très bonne actrice de soap opéra, mais du coup, une très mauvaise actrice. Je suis pas sûre qu'elle serait ravie d'entendre ça. Mais non, mais probablement pas. Mais en fait, mais moi, c'est le même problème à chaque fois que je la vois dans des fictions étrangères. En fait, je sais pas si c'est un problème de direction du réalisateur, mais elle est toujours en surjeu. Et paradoxalement, elle joue presque un peu mieux en anglais qu'en français, mais toutes les scènes où elle parle en français, c'est catastrophique. On est sur un surjeu terrible. Et en anglais, j'ai l'impression qu'elle s'enferme vraiment dans quelque chose de très français, très parisien. Et après, mais je pense du que coup, très pour le coup, niche. c'est sans doute ce qu'on lui a demandé aussi avec mais ce probablement. personnage, Mais du pense. coup, c'est très répétitif d'autres choses qu'elle a déjà proposées. Voilà, moi, je m'ennuie vraiment. Alors moi, je pense que j'étais dans une position différente de la tienne parce que j'avais raté la saison précédente. Okay. Donc j'avais bien aimé les premières saisons de Morning Show, j'en ai loupé une. Et du coup, je me suis remise dedans avec celle-là. Et j'ai retrouvé quand même du plaisir, le plaisir que j'avais quand on a découvert la série. Et il y a des intrigues quand même qui m'ont intéressée. Alors, je trouve que Reese Witherspoon, elle est très, très effacée cette saison. Je sais pas s'il y a eu un problème d'emploi du temps. Elle a moins pu tourner, j'en sais rien. Mais on la voit moins. Et puis, toujours un peu pareil. Jennifer Aniston, c'est pas non plus le personnage qui m'intéresse le plus.
Mais par contre, j'ai bien aimé l'intrigue autour de Stella, que j'ai un peu redécouverte aussi. J'ai bien aimé aussi la relation, le fait qu'on voit les parents de certains personnages, qui expliquent aussi beaucoup de choses sur ces personnages en question. Et aussi le personnage de Chris, que je n'avais pas vu du coup, parce que je n'avais pas vu la saison 3, qui défend aussi une intrigue assez émouvante. Donc voilà, quand même pas tout acheté. Voilà. Et c'est la fin de cette première partie du jeu. Premier rappel des points à ce stade. Stécie, je suis désolée, mais non, mais c'est pas grave. Voilà, merci de l'accueil en tout tu cas. Tu te rattraperas sur la deuxième partie. Aubery, 1 point. Marc, 2 points. Et Juliette, 4. Elle n'a pas perdu la main. Et il est temps de passer au grand débrief de ce mois-ci qui est consacré à LOL in Real Life, mais pas seulement. Je dormais pas, je débriefais. De grand format. J'adore les grands formats. Alors c'est vrai que dans Super Stream, on vous parle plutôt de films, de séries, parfois de documentaires sur des faits divers sordides, mais c'est assez rare quand même qu'on parle d'émissions de divertissement. Et pourtant, vous l'avez sans doute remarqué, il y en a de plus en plus sur les plateformes de streaming, notamment ces derniers temps. On a l'impression que les plateformes se mettent finalement à faire les mêmes recettes qui marchent à la télévision, télé-réalité, télé-crochet, émissions de dating. Alors, ce mois-ci, après plusieurs saisons de LOL qui ressort, Philippe Lachaud revient avec un spin-off sur Prime Video. Ça s'appelle LOL in Real Life, LOL dans la vraie vie. Et ça sort le 21 novembre sur Prime. Donc, le concept, on a des célébrités qui vont tenter de récolter le maximum de rire pour ensuite offrir, s'ils gagnent, leur gain à une association. Ils se trouvent dans un lieu public, en l'occurrence, c'est un aéroport, et le tout est censé être filmé en caméra cachée. Alors voilà, on va débattre de ce nouveau concept, ce spin-off de LOL. Si vous deviez donner une note sur 5 à LOL in Real Life, ce serait quoi ? Ça a changé ? Ouais, ça a changé. Ouais, mais on fait des petites surprises. Sur 5 ? Ouais, sur 5. Peut-être juste préciser qu'au moment où on enregistre ce podcast, on a vu les 2 premiers épisodes. C'est vrai. Pas tout vu. Tout à fait. voilà. C'est vrai. Ça influence un peu peut-être notre note. J'ai pas écrit très grand même. J'hésite. Allez. C'est vraiment l'école des fans. J'aurais dû écrire un petit peu plus grand. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Je vois pas. On a 1,5 pour Aubery. Non, 1 juste. 1 sur 5, pardon. Ah oui, pardon. 0,5 Même le demi, elle a sur pas 5 voulu le pour donner. Juliette. 0,25 pour Stécie, qui a été encore pire Vous que êtes Juliette. méchants, hein, en fait. Et pourtant, je misais tout sur toi, Stécie. Et 2 je vais sur y aller, Marc. alors, du coup, ouais. Et ça, c'est probablement un 2 très généreux, mais bon. Voilà. C'est pour l'effort des gens confinés. Et moi, j'ai quand mis même. ton 2. Et moi, j'ai mis Marc. 1. Je vais le justifier. Allez, bon, Stécie, c'est toi qui as mis la pire note. C'est toi qui commence. Alors, je précise que les 0,25 points n'ont rien à voir avec le programme. Donc, du coup, j'ai juste un peu de peine. Ah oui. Je suis très fan de ce format. Vraiment, comme j'explique. Le format LOL. Le format LOL, exactement. J'ai regardé plusieurs fois chacune des saisons. C'est un programme que je regarde quand je veux m'endormir, quand je m'ennuie. Donc, je connais très bien LOL et je le regarde fréquemment parce que j'adore ce format. Déjà, la promesse de LOL in Real Life, j'y croyais pas, mais je me suis dit, bon, ils peuvent pas saccager ce concept. Eh ben si, pour moi, ils ont complètement saccagé le concept, c'est-à-dire que je comprends pas. Mais vraiment, j'ai passé les 2 épisodes à me dire, mais pourquoi ils ont fait ça ? C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Tout ce que j'aimais dans les saisons d'avant n'y est pas. C'est simple, c'est-à-dire le fait de les voir résister au rire entre eux n'y est plus, du coup, puisqu'ils doivent faire rire les autres. Le côté confiné dans un espace clos, LOL, à la base, c'est un huis clos comique, quoi. Là, c'est fini, on est dans un aéroport, donc il y a 500 personnes autour. Donc même ça marche plus. Les cartes Joker qui, moi, me faisaient mourir de rire, pour l'instant, en tout cas, dans les 2 premiers épisodes, il y a une carte Joker, mais c'est pas vraiment, ça fonctionne pas. Et puis surtout, je parle même pas du casting, parce que pour moi, il y a un gros problème là-dessus aussi. Mais alors, le casting, parce que du coup, j'ai pas donné les noms. On a donc Franck Dubosc, Michou, Paola Locatelli, Clara Luciani et Redouane Bougueraba. Voilà, donc beaucoup plus restreint, du coup, l'équipe. Mais ça aurait pu quand même le faire. C'est pas parce qu'ils sont 5 que ça marche pas, mais le choix des personnalités déjà entre elles, je trouve que ça matche pas. Le 0,25, il est pour Franck Dubosc, je vous avoue, parce que j'adore cet acteur. Ah bon ? Alors, vraiment, là, j'aurais pas parlé. Voilà. J'étais en train de gagner du respect, et là, d'un coup, tout s'est cassé la figure. Non, parce que j'ai de la tendresse pour cet acteur, et que je sens qu'au moment du tournage, il avait vraiment envie de le faire, il avait vraiment envie d'essayer. Ah bon ? C'est de pire en pire. D'accord, ouais, ok. Mais en fait, j'ai eu l'impression qu'il avait vraiment envie de trouver des blagues et de jouer le jeu, en tout cas. Moi, là où les autres... moi, j'ai l'impression qu'il se demandait ce qu'il faisait là, et un peu la question qu'on se pose en regardant
emmerdant, quoi. Mais alors, je suis d'accord, on sent qu'il se demande ce qu'il fout là. Et à la fois, j'ai l'impression qu'il essaye un peu quand même de sauver son honneur, quoi. Tu vois. Donc, moi, je trouve que ça ressemble à une mauvaise vidéo YouTube ratée. Et pas convaincue du tout. Alors, on va passer d'un extrême à l'autre. Marc, tu as mis 2, qui est la meilleure note autour de c'est cette pour moi table. parce que C'est presque la moyenne. Hein. Je suis presque trop généreux parce que mon avis, ça vaut plutôt 1. Mais en vrai, ce que je voulais sauver. Non, mais je voulais sauver. Alors, moi, je suis à l'inverse de Cécile, je suis pas spécialement fan de ce format. Donc, j'ai pas la nostalgie vraiment de genre le LOL des bonnes saisons parce qu'en fait, en vrai, c'est pas un format qui m'intéresse tant que ça. Mais ce que je trouvais intéressant dans cette côté in real life, c'est le côté se confronter au monde extérieur. Je trouve ça plutôt intéressant. Et ça peut produire des choses intéressantes. Et en fait, sur les 2 points que j'ai donnés, qui sont effectivement très généreux, je pense qu'il y a au moins un point pour Clara Luciani, parce que en fait, j'aime bien ce truc où elle cherche pas la vanne. Ouais. Elle cherche à se confronter aux gens et à créer des situations soit de malaise, soit de rire, soit de juste de rien. Mais en fait, tout d'un coup, il se passe quelque chose parce que elle crée des situations. Et ça, c'est intéressant. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout, qu'on ne connaît pas dans le côté comique et humoriste. Et je trouve que moi, sa carte Joker, je trouvais ça plutôt rigolo. Moi, la chanson m'a fait plutôt rire. Et moi aussi. On n'aime pas les mentales. Non, mais enfin, vraiment, moi, factuellement, je me suis cachée, quoi. Sous mon plaid, et j'étais vraiment très cringée. Mais tu trouves pas qu'elle est elle-même gênée de devoir vivre ce moment? Je suis d'accord, mais du coup, ça crée un truc. Mais elle sort un peu de ce. Voilà, du coup, ça crée un truc. En fait, moi, la vanne pour la vanne, ça me fatigue. C'est-à-dire, en fait, Redouane Bougueraba, il est bon. Redouane Bougueraba, il est bon, mais en fait, c'est de la vanne pour la vanne. Et c'est vraiment un truc de limite de rue qui, moi, me parle assez peu, en fait. Alors que elle, je trouve qu'elle a un truc où elle amène, effectivement, je suis d'accord, un malaise, limite, mais à la limite, comme on peut aimer dans certaines séries, type The Office, ou ce genre de choses, en fait. Tu vois, on se rapproche de ça, c'est-à-dire un humour du malaise. Et puis, alors, moi, je suis d'accord avec toi, le point que j'ai donné, ce serait surtout pour elle. Je trouve qu'il faut quand même un certain courage, justement quand on s'appelle pas Redouane Bougueraba et qu'on n'est pas comique de métier, etc. C'est ça. Pour y aller et avoir quand même vachement d'autodérision, je trouve. C'est ça. Et après, j'aime bien aussi effectivement le côté tout d'un coup, le fait de se confronter à d'autres gens, ça les perd un peu dans ce qu'ils avaient prévu de faire, quoi. D'un coup, il y a un groupe, il y en a un qui dit ah merde, il est en train de gagner des points avec le groupe, je vais y aller aussi. Donc voilà. Donc c'est vraiment que pour ça. Pour le reste, c'est quand même effectivement plein de fois, il y a plein de moments où c'est pas très drôle. Il y a Paola Locatelli quand même qui quand même fait perdre au moins 2 points, je pense, à cette émission parce que c'est une catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe. Elle est perdue. Enfin, elle est perdue dans l'aéroport, quoi. Vraiment, elle vogue après, comme ça. On a l'impression qu'elle regarde. Si toi, tu la vois dans le plan, et tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait là? En plus, on la voit souvent en second plan. Et tu la vois finalement. C'est vrai qu'elle cherche ses parents. C'est ça. La petite Paola est attendue. Il y a une séquence où elle est assise sur le banc et on se dit en fait juste elle attend qu'elle se finisse, quoi. Et du boss, moi quand même, j'ai trouvé ça un petit peu gênant, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire vraiment, je trouvais un peu genre perdu aussi en essayant de faire des vannes un peu à la papa, des selfies. Finalement, t'as l'impression que, dans les 2 premiers épisodes, son seul ressort, c'est de faire des selfies avec les gens. C'est ça. Et d'essayer de mettre des blagues au moment des selfies. Et Michou, je trouve qu'il y a un truc sympa. Enfin, Michou, il a un côté un peu plus naturel. Ouais, naturel. Je sais pas, le truc au début là quand il part avec sa valise qui va dans tous les sens, qu'est-ce qu'il fout? Ça m'a un peu fait rire. Et lui, on sent que c'est un exercice qu'il connaît. En fait, c'est ça. Côté, il est plus à l'aise. Voilà, il est avec des anonymes, des inconnus, et il doit faire une séquence. Et lui, c'est un peu sa spécialité. Quoi. Les tournages, ils les font souvent IRL justement sur YouTube. Donc lui, on le sent très à l'aise, mais j'ai pas l'impression qu'il est dans LOL, quoi. Il est un peu comme dans une vidéo. Dans une vidéo YouTube, t'as raison. C'est ça. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un concept extérieur de LOL en fait. C'est presque. C'est totalement différent. Justement, le public autour amène ça. Et c'est vrai que moi, voilà, j'ai mis 1. Bon, j'ai pas beaucoup rigolé non plus. Pour tous les techniciens qui ont travaillé, les gens qui ont monté cette émission, qui ont souffert. Non, mais par contre, je suis d'accord pour Clara Luciani, je trouve ça super intéressant. Et justement, avoir le courage de le faire. En fait, c'est peut-être de ça que manque Paola Locatelli, c'est un peu d'autodérision et de second degré sur elle-même. Et c'est sûr que Redouane Bougueraba, il a pris un groupe et il fait 2 blagues à la seconde. Il fait un stand-up. C'est ça. Donc après, c'est drôle quand il fait le commandant, quand il prend le micro. C'est quand même drôle. Juliette, est-ce que toi aussi, tu t'es cachée sous ta couette comme Stécie? Oui, parce que moi, d'ailleurs, je pensais que tu allais nous demander un mot pour décrire et j'allais te mettre cringe / gênant. En fait, je vais pas répéter tout ce que tout le monde a dit parce que je suis très d'accord avec tout le monde. Je rajouterais juste que en plus, je trouve que ce qui ne marche pas, c'est qu'on ne croit pas au côté in real life. Ce qui est tout à fait paradoxal. Caméra cachée. Exactement. On te dit, bon, bah là, c'est LOL dans la vraie vie. Les caméras, elles ont été cachées à l'insu du personnel, à l'insu des passagers. Et du coup, l'effet immersion, c'est censé être ça la nouveauté. Mais en fait, tu ne crois pas du tout à tout ça. Tu as l'impression que c'est fabriqué. Tu te dis, c'est pas possible que le personnel soit pas au courant.
la sécurité. À quel moment il voit Michou courir dans tous les sens, il lui dit pas, oh mon gars, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu vois, il y a plein de scènes où tu te dis, en fait, le problème, c'est vraiment l'explication de départ. Parce que l'émission commence, on te dit, ils ont tout caché de tout le monde, de la sécurité, du personnel. Et ça, tu sais que c'est pas possible, c'est un aéroport. Ouais. Donc déjà, peut-être que l'endroit de l'aéroport était mal choisi. Alors oui, ce qui est pratique, c'est que les gens, ils attendent longtemps les vols. Donc du coup, tu as le temps d'installer peut-être des blagues sur le plus long terme avec les gens. Mais tout ce côté-là fabriqué, ça fait que tu ne crois pas un seul instant au côté in real life. Et à partir de là, ça crée un espèce de paradoxe où tu es en permanence en double lecture en disant, mais il y a forcément une grande partie qui est mise en scène, quoi. Ouais, et sûr. Puis les gens, évidemment qu'au bout d'un moment, ils ont compris que c'était une émission qui était en train de tourner. Quand elle arrive pour chanter son fromage féministe pendant 5 minutes, évidemment qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se tourner. Quand tu as 3 personnes, que tu as Redouane, Franck et Clara qui sont tous les 3 en train de se clasher au milieu de l'aéroport, évidemment que les passagers, ils savent que là, en fait, il est en train de se jouer quelque chose et qu'il y a probablement des caméras. Donc, du coup, tout ça, ça crée une distance avec le concept qui fait que, en plus de tout ce qu'on a déjà énoncé, qui est déjà très gênant, et bah, ça, en plus, t'es vraiment en mode, mais c'est faux, c'est fabriqué. Et contrairement, justement, à LOL original, où le huis clos, bah, en fait, c'est établi. On sait que ils ont des accessoires, qu'il y a plein de trucs factices. Mais une fois que le pitch est honnête, bah, à partir de là, tu l'achètes. Et puis les codes sont, même par rapport à Philippe Lachaud, moi, je veux dire, ça me sort déjà que j'y étais pas, mais ça me sort direct du concept dans le sens d'un coup tu le vois dans sa cabine en train d'appuyer sur son avec ses boutons qui sont faux. Et voilà, tu dis j'ai les mêmes à Noël. Mais tu crois presque sur les LOL d'avant, parce que même si tu te doutes bien que c'est pas comme ça, mais il est à quelques mètres finalement avec le fameux couloir. Là, tu te dis attends, le gars, il est à Paris, je sais pas où. Enfin, tu vois, ça, je sais pas, ça prend pas. Je me pose une question. Je me suis demandé est-ce que ça aurait mieux fonctionné avec des gens moins connus. Complètement. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, les gens les reconnaissent tout de suite. Ouais. Donc, il y a un truc, comme disait Juliette, bah oui, évidemment, s'ils sont là, c'est pas pour attendre leur avion et faire des blagues aux gens en attendant, tu vois. Donc, évidemment, ça marchait peut-être avec des gens un peu moins connus, quoi. Où là, tout de suite, tu vois, quand Clara Luciani essaie de faire croire qu'elle s'appelle, qu'en fait, c'est Carla Bruni, c'est là, ok. Bon, clairement, moi, j'ai beaucoup plus ri là en 10 minutes autour de la table avec vous qu'en regardant les 2 épisodes. Mais après ce spin-off, du coup, LOL, on a des grands fans quand même ici, notamment Stécie. Stop ou encore? LOL normal. Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est dur de répondre parce que... Après, ils ont aussi fait beaucoup de déclinaisons. C'est aussi peut-être pour ça qu'au bout d'un moment, ça commence à s'épuiser. Alors, je pense qu'au niveau du casting sur le concept originel, il y a encore des noms qu'on peut mettre dans cette fichue maison, quoi. Je veux dire, c'est pas possible qu'on ait fait le tour de tous les gens du PAF qui font rire ou des acteurs, etc. Ou même influenceurs, une parole catégorie. En soi, ça me dérangeait pas. C'est juste que prenez des gens drôles. Enfin, c'est quand même le concept, on doit faire rire. Donc, moi, je dirais encore, mais allez, une dernière chance, quoi. Ou avec, parce que tu disais, ils ont fait beaucoup de déclinaisons. En réalité, ils avaient juste fait Halloween et In Real Life. Moi, je suis pas contre... mettre, tu vois, ils ont fait Halloween, faire un Noël, tu vois. Et tu vois, en fait, ça, mais moins long, avec moins d'épisodes, peut-être un cast plus resserré et où tu thématises un peu pour pas tourner en rond sur les blagues, sur les cartes Joker, où là, ça peut vite tourner en rond. Et puis là, ça t'apporte un thème et puis diffuse ça à Noël et puis t'es content de regarder ça en famille et ça te fait marrer, quoi. C'est ça. Alors justement, Stécie, tu nous dis qu'il y a encore beaucoup de gens qui pourraient faire LOL. Vous allez reprendre votre petite ardoise. Qui aimeriez-vous voir au casting d'une nouvelle saison de LOL? Je savais que cette question se rappeler de qui il faut se rappeler qui n'a pas déjà fait. Ouais, alors, est-ce que cette personne y est allée? Je ne sais pas. Moi, j'ai pensé à quelqu'un, mais je n'arrive pas à retrouver son nom. Ça, c'est dur. Moi, je suis pas sûr que cette personne ait déjà fait ou pas, mais je vais quand même noter. Moi, vous me direz. Moi, c'est pareil, Marc. Bon, moi, ça marche pas, il l'a déjà fait. Mais toi, tu peux vérifier. Du coup, c'était une bonne idée, Laurence. C'était une bonne idée. Tu pensais à qui? Je pensais à Alexandre Kominaki. Ah oui. C'était une bonne idée. Allez, on retourne les petites ardoises. Alors, je vois Alain Chabat pour Aubéry, Camille Combal pour Juliette. Elle a déjà fait, bon voilà. Alors sinon j'avais Émeric Lompré. Elle s'était fait éliminer en premier. Ah, c'est vrai. Pourtant j'adorais. Sinon j'ai Émeric Lompré. Donc. Ok. Et François Civil. François Civil, ouais, pour moi. J'y ai pensé aussi à François Civil. Très bien. Bah écoute, peut-être que Philippe Lachaud nous entendra. Et ça lui donnera des idées. Comme on le disait, on voit de plus en plus d'émissions de divertissement sur les plateformes. Alors, on vous a déjà parlé récemment de Pour le meilleur et à l'aveugle sur Netflix. On a eu aussi Nouvelle École qui est revenue aussi sur Netflix. Il y a eu un 100% physique, une compétition de sport spéciale Asie.
Le Squid Game, le défi, Tout à fait. qui est une déclinaison en émission de divertissement de la série. Vous, ce serait quoi vous en regardez beaucoup. C'est quoi le meilleur, votre programme préféré? Je crois qu'il y a une nouvelle Faut qu'on école écrive sur par là, non? l'ardoise. Hein? On n'écrit pas sur l'ardoise. Vous pouvez écrire sur l'ardoise si ça vous fait le plaisir. Allez, on écrit sur l'ardoise. Bah, du coup, moi, je regarde un, donc ça va être très rapide. T'as dit donc t'as dit, hein. Alors, ça peut être d'autres que j'ai pas cités. on Hein. compte LOL dedans ou pas? On peut compter LOL, si vous voulez. Mais pas moi du coup. Il y a aussi Harry Potter et les sorciers de la pâtisserie, Ah, par exemple, c'est sur HBO Max. Ah oui. C'était si tu... Ah, j'en non, avais j'ai un cru que autre t'avais que écrit vous en tout connaissez petit, pas. ok. Je vais en mettre un autre. En Ah, bonus. c'est quoi ce crossover là, Juliette, que tu nous fais? Ah oui, mais elle en met deux, elle, en fait. Hein. Non, c'est un C'est un Euh, nouveau concept que j'aimerais proposer à Netflix. Allez, on retourne. On est comme ça autour de Super ouais. Stream. Alors, J'ai quand même donc Juliette, vas-y, dis-nous tout. Oui, donc moi j'ai pris mes deux divertissements de plateforme préférés et j'aimerais que Netflix en fasse un mix. Juliette c'est la Love is- rejoue. Ben, elle nous propose. C'est Love is Blind, donc pour la version française, pour le meilleur et à l'aveugle. Ouais. Fit Nouvelle École, donc j'aimerais que... J'ai un peu du mal à voir à quoi ça va Mais ressembler. si, Laurence, en fait, les battles, c'est du date. Tu vois, ce serait une émission de rencontre, mais que avec des gens du... Non, en fait, c'est bancal. Ça ne marche pas du tout. Non, ça ne marche pas du tout. rejeté. Mais je n'arrive pas à choisir. D'accord, mais c'est mes deux d'accord. préférés. Non, mais dans 10 ans, tu tiendras tel quelque chose. Ok, Oui, peut-être. Très bien. Aubery. Alors, moi, j'ai mis deux aussi. Non, mais on arrête de. ok, Désolée, c'est ok. l'Asie, je sais. Le Shack des Tocs. Mais qu'est-ce que c'est que le Shack des Tocs? Émission culinaire sud-coréenne qui revient pour une saison 2 en décembre. Le principe, très rapidement, c'est 20 chefs qui sont reconnus, étoilés ou non, qui s'opposent à 20 chefs inconnus. Et voilà, du coup, c'est des épreuves culinaires assez impressionnantes, super bien montées, super addictifs. Et le deuxième, est-ce que vous connaissez Terrace House? Non. Oui, De parce nom. que tu nous en parles Ouais, tous les jours. Voilà. Désolée. C'est une télé-réalité japonaise qui est terminée, où en gros des gens allaient dans une maison avec des projets professionnels. Bon, ils étaient tous célibataires, ça n'avait rien à voir. Et du coup, voilà, ils pouvaient partir de la maison. Enfin, c'était vraiment un truc. Ils n'étaient pas enfermés. Et ça s'est terminé malheureusement. Ok. Mais c'était assez intéressant et un peu un choc des cultures quand on regarde un peu la télé-réalité française. Ouais. Par exemple, ils mettent 24 semaines à se dire est-ce que tu veux être ma copine? Donc, mais c'était un peu fascinant. coréenne, quoi. Voilà. Un petit peu. On a choisi le même, je crois. Alors, choisi le Stécie même. et Marc. Squid Game, le Squid défi. Game, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on aime dans Squid Game, le défi? Vas-y, Stécie. Alors moi, là, j'ai noté Squid Game pour la dernière saison. Je Ok. sais pas si Ouais. si c'est forcément le sens de ta question. En tout cas, moi, là, je suis à fond dedans. Donc, peut-être que je manque un peu de recul. Mais je trouve que, honnêtement, il y a quasiment aucun programme de divertissement de Netflix que je n'ai pas regardé. Parce que Ouais. vraiment, Oui, t'en j'adore regardes ça. beaucoup. Au dépit de tout le reste que je regarde quasiment pas. Mais je trouve que, honnêtement, en termes de télé-réalité, je trouve que c'est ce qui se fait de mieux, mais surtout en termes de montage. J'ai jamais vu une télé-réalité aussi bien montée pour tenir en haleine un téléspectateur autant sur les intrigues que sur les jeux. La prod, déjà, on la connaît, Squid Game, ne serait-ce que visuellement, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Mais là, ils se sont encore renouvelés sur les jeux. Franchement, je n'arrivais pas à éteindre ma télé. Vraiment. Tant on est sur l'attachement des personnages et ils ont cette spécialité pour nous les arracher d'une minute à l'autre. Mais les jeux cette année, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Marc. Alors, mais j'ai commencé juste, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est sur la prod. Je trouve qu'en termes Prod de est prod, folle. c'est impressionnant. Mm, mm. Je me suis dit, mais c'est dans les vrais décors de la série, c'est pas possible parce que c'est tellement parfait. Alors, par contre, les personnages, je t'avoue que moi, j'avais un peu envie de tuer la moitié quand même, dès le début, parce qu'il y en a quand même qui sont très énervants. Mais du coup, ça crée effectivement un attachement ou une haine, mais en tout cas, ça crée quelque chose Un avec lien. les personnages, Mm. un lien. Et du coup, moi, souvent, dans les émissions de télé-réalité, les émissions de divertissement en général, où je suis pas très client, souvent, je m'en fous. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages ne m'intéressent pas, je m'attache pas. Voilà, je préfère m'intéresser à des personnages de fiction. Et là, en l'occurrence, ce que je trouve assez fort, c'est qu'en ayant regardé juste un épisode hier, j'étais là genre, ah, mais lui, c'est bon, je l'ai repéré, lui, je l'aime pas, lui, je l'aime bien, les jumeaux, ils sont malins et tout. Enfin, tu vois, il y a un truc, ça, et je me suis dit, bon, bah, donc, c'est que c'est plutôt bien foutu. Et en termes visuels et en termes de montage, je suis d'accord avec toi, c'est quand même très bien foutu. En fait, c'est un jeu à la base. Bon, déjà, il y a l'enjeu qui est énorme parce que c'est quand même énormément d'argent. Mais au milieu de tout ça, en fait, les liens qui tissent entre candidats, je dis personnages, en fait, je me trahis Ouais. moi-même parce que Ouais. c'est des candidats, Ouais. c'est pas tant des personnages, mais ils racontent des histoires au sein même du jeu qui font qu'en fait, on est avec eux. Donc, on n'a pas envie qu'ils perdent ou on a envie qu'ils perdent. Notamment, je glisse un petit coup de gueule autour de cette table. Il y a un candidat de Squid Game qui a juste gagné 4 millions de dollars un mois avant le tournage. Donc, bon, j'étais scandalisée de le voir au casting. Bref. Mais voilà, on est hyper attachés.
attachés au personnage qui fait que du coup les jeux, en fait on tremble quoi. On n'a pas envie qu'ils partent et ils sont éliminés d'un moment à l'autre. Et encore une fois, visuellement, c'est vraiment une claque pour le coup. Et on a juste évoqué tout à l'heure brièvement avec ta brillante idée de crossover qui n'arrivera jamais. Nouvelle école, nouvelle école, la nouvelle saison, ça donne quoi? Écoute, c'est vraiment pas mal. En fait, quand ils ont annoncé que Aya Nakamura ne reviendrait pas pour être jurée de la saison 4, on s'est tous un peu dit... Mais qui est-ce qu'ils vont bien pouvoir mettre après? Parce qu'en termes de notoriété, là, je vois pas. Et donc, ils ont été assez malins, même si c'était casse-gueule sur le papier. C'était de garder donc SCH et SDM et de les mettre en battle. Donc, chacun constitue son équipe. Et ensuite, on reprend quand même globalement les grandes épreuves de Nouvelle École pour pas totalement perdre les repères. Sauf que, c'est les équipes qui s'affrontent. Moi, j'aime bien, en fait, parce que déjà, je trouve que SCH et SDM, c'est des très bons mentors. Très bienveillants, mais en même temps qui sont capables de rentrer dans l'art de leurs équipes, puis surtout qui ont vraiment de la répartie, donc ça fonctionne très bien en termes de divertissement. Ils mâchent pas leurs mots, même entre eux. Donc ça, c'est super. Et surtout, ce qui pouvait être parfois redondant dans les dernières saisons de Nouvelle École, c'était le côté compétition individuelle entre les candidats, qui avait tendance un peu à se tracher, à se clasher. Et puis ça, c'était marrant les premières saisons. Et puis au bout d'un moment, c'était un peu redondant. Et en fait, là, le fait de les avoir mis en équipe, ça crée du collectif. Et ça marche vraiment super bien. Notamment pour ceux qui regardent sur l'épreuve des cyphers. Honnêtement, ça marche beaucoup mieux que sur les saisons précédentes, qui sont ces morceaux qui font ensemble. Donc moi je trouve que vraiment ça marche bien. Il y a un côté là-dessus, c'est comme si Netflix avait un peu regardé ce qui se passait du côté de la Starac, mais en fait, il y a un côté un peu plus bienveillant, parce que la Starac, justement, la nouvelle version de la Starac, c'est pas moins de télé-réalité, mais plus le côté on est bienveillant, tous on s'aime, tout ça. Et donc là, sans non plus tomber dans la caricature, parce que c'est quand même, ça marcherait pas sur Nouvelle École, mais ils ont amené un côté plus collectif et plus humain, amical entre les candidats, qui en fait marche bien et qui te donne encore plus envie de les suivre, de les soutenir et tu vois, d'avoir... C'était si convaincu du coup par Nouvelle École? Complètement, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Juliette. Je veux rajouter quelque chose sur le côté bienveillant justement des candidats entre eux. Est-ce que tu trouves pas que sur l'épreuve des battles, le fait qu'ils soient tous ensemble en train de copiner sur un canapé, à se motiver entre eux et qu'après ils vont s'affronter, à se défoncer sur l'épreuve... Moi, j'ai trouvé que c'était du coup... Là, on poussait un peu trop loin le côté collectif, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord et je trouve que même dans les battles en elles-mêmes, du coup, elles sont moins hardcore que les saisons précédentes. On sentait qu'ils n'avaient pas envie d'aller trop loin, tu exactement. Vois. Et c'est vrai que sur les saisons précédentes, les battles, c'était toujours un peu l'épreuve charnière où quand tu regardes que t'es le téléspectateur, t'es moitié dans la gênance parce qu'il y a souvent des ratés ou des punchlines où t'es genre non, il a pas osé. Et en même temps, c'est ça que t'attends. Et en fait, c'est vrai que là, du coup, c'est de la battle gentillette. Et du coup, cette épreuve-là en particulier marche un peu moins bien. Marche un peu moins. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait revenir Aya sur cette épreuve-là, puisque comme sur les saisons précédentes, ils prennent des invités pour les accompagner sur chaque épreuve. Et je pense que c'était un peu pour illuminer aussi ce truc-là. C'est une épreuve où souvent, c'est un plaisir un peu coupable, mais ils s'attaquent sur le physique, ils s'attaquent sur... Ils vont chercher un peu sur les réseaux que font les parents, où est-ce qu'ils ont grandi, ils taclent les chaussures, enfin le truc horrible quoi, que personne ne fait. Et là, j'étais un peu déçue parce que je me suis dit, les gars, vous avez pas osé, je pense, parce que vous vous entendez en fait tous trop bien, quoi. Donc, petit bémol là-dessus, mais sinon très réussi. Ouais. Bon, en tout cas, on l'a compris, quand on aime les émissions de divertissement, il n'y a pas que la télé. On peut aujourd'hui aller sur quasiment toutes les plateformes et on trouve son bonheur. C'est une tendance qui est a priori pas près de s'arrêter. Je sais que Netflix développe, je crois, une compétition de cuisine. Là, ils viennent d'annoncer, basée sur le jeu vidéo Overcooked, notamment. Voilà, donc il y aura plein de nouveautés. Ouais, c'était si ça te parle. Overcooked, c'est le jeu où on doit cuisiner très vite et faire je crois, un truc coopération. C'est génial. Donc voilà, on va voir ce que ça donne en version émission sur Netflix. Et puis ils n'ont pas annoncé aussi où c'est une fiction, le Cluedo? Non, ça, je crois que c'est de la fiction. Okay. Il me semble que c'est une série, mais je suis pas sûre à 100%. Et puis, dans les émissions qu'on aime bien, on avait parlé l'année dernière des Loups-Garous. Et la saison 2 arrive à partir du 5 décembre sur Canal+. Donc là aussi, je pense que ça va donner des étincelles. Je sais que les candidats l'année dernière, on avait beaucoup aimé. Ouais, c'est une bonne surprise cette émission quand même. Moi, je m'attendais pas à grand-chose. Et j'étais bien pris dans la mécanique du jeu. Et je trouve qu'en termes de production, on parlait de prod pour Squid Game, le défi. Là aussi, c'était une très belle prod, en fait. Je trouvais que c'était très réussi.
Et voilà, on verra. À voir ce que ça donne. Voilà, avec toujours Panayotis et Fari qui vont faire des petites interventions et Mr V à la voix off. Et on va passer à la deuxième partie du jeu Lavel à un ami. Cette fois-ci, on va passer aux questions d'actualité. Vite, capitaine, maintenant c'est à nous de jouer. Encore ? Va falloir jouer serré. Règle suivante, je vous prie. Et pour cette deuxième partie du jeu, on commence avec mon préféré, les titres alternatifs. Ah. Alors, Stécie, ça va, tu te souviens ? Oui, je me souviens. Ok, bon. Alors, Idol Exorcist. Ça, bienvenue à Derry. Non. Ah, celui-là, je pensais que vous l'auriez direct. Idol Exorcist. Idol K-pop Demon Hunters. Oui, bien sûr. Ah, mais donc on est plus sur du récent là. Non, mais Alors, c'est les si, annonces, c'est les infos. actus. Donc, annonce. Pourquoi K-pop Demon Hunters ? Parce que la suite Arriverait arriverait. en 2029. Donc, tous les enfants qui l'ont saigné 2029. auront 70 ans environ. Ah, attends, c'est- Il faut du temps. Alors, le premier film a mis 10 ans à être développé. Donc, Bon, là, ils vont pas mettre 10 ans voilà. quand même. Mais ce qui peut peut-être aussi expliquer la durée. Mais oui, personnellement, assez surprise qu'ils aient toujours pas officiellement annoncé un deuxième volet. Le film est sorti en juin. Il a fait un carton énorme. On a renouvelé des séries pour beaucoup moins que ça. Donc voilà, donc Netflix n'a toujours pas confirmé, donc c'est toujours en attente. Mais après, voilà, est-ce qu'on préfère attendre plusieurs années, avoir un film de qualité ou avoir une saison 2 de Nobody Wants This. Voilà, tout est Voilà. dit. Tout est dit. Mais c'est un peu, vraiment, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu comme Euphoria. Je trouve que les délais entre chaque saison, il se passe quoi ? Vous avez Alors, des réponses ? Moi, je suis une invitée aujourd'hui. Il y a eu la grève des acteurs et des scénaristes Qui a il y beaucoup a retardé. 2 ans pour Euphoria, donc qui a retardé tout ça. Puis après, je pense aussi les emplois du temps chargés de Zendaya et Jacob Elordi, et même Sydney Sweeney qui tournent beaucoup. Mais là, c'est tourné normalement, c'est bon. Tu vas l'avoir en 2026. Bon. Très bien. Alors, next, Chimie fatale. Chimie fatale. Pas Breaking Bad. Breaking Bad, bah tout oui. à fait. Bah oui. Bah oui, pourquoi bah oui Bah, bah... tu le dis, bah oui, ici, chimie fatale. Alors, bah pourquoi oui. on parle de Breaking Bad ? On parle, c'est une nouvelle série du créateur, De c'est Vince ça, de Gilligan. Vince Gilligan. Pluribus, Tout à fait. qui cartonne dans plein de pays, à peine lancé sur Apple TV. Et Vince Gilligan, du coup, a pu compter sur le soutien des anciens acteurs de Breaking Bad, dont Bryan Cranston, Aaron Paul, tout ça, qui ont fait une vidéo de promo de sa nouvelle série Pluribus. Marc, je sais que tu as commencé à regarder. Tout à fait, j'ai vu les 2 premiers épisodes. C'est assez intriguant, c'est assez intéressant. Je ne sais pas encore bien ce que j'en pense pour l'instant, mais du coup, c'est plutôt bon signe, parce que du coup, ça ne me donne pas toutes les clés tout de suite. Donc, le pitch, en gros, c'est qu'il y a un virus qui rend les gens inexplicablement heureux. Mais heureux dans le sens vraiment gênant du terme, c'est-à-dire beaucoup trop bienveillant et beaucoup trop sympathique. Beaucoup trop lol et nouvelle école. Ouais, c'est ça, mais je pense encore un niveau après. Hein. Et du coup, il reste quelques personnes qui ont été immunisées, dont une personne très très cynique, qui est donc notre héroïne, qui est une romancière qui fait des bouquins un peu à la Outlander. Voilà, parce qu'il y a même une petite blague par rapport à Diana Gabaldon. Donc voilà, donc c'est assez à la fois drôle, cynique et en même temps un peu inquiétant par moments. Et voilà, il y a toujours ce pitch, effectivement, cette promesse très forte qui est, c'est quoi ce virus ? Pourquoi les gens sont comme ça ? Et comment ça va se passer ensuite, quoi. Donc voilà. Alors, prochain programme, l'amour à travers le temps. Outlander. Ouais. Voilà. Ça, je l'attendais. Elle Je était l'attendais dans les stats. Je l'attendais dans ce quiz. Je l'attendais dans ce Elle quiz. savait qu'on allait le placer quelque part. Eh Parce oui. que Te connaissant, Laurence. effectivement, c'est mon défi personnel de placer Outlander dans chaque épisode de Super Stream. Puisque la date de sortie de la saison 8 est enfin tombée. Ce sera le 6 mars, à partir du 6 mars 2026, pour dire adieu à Claire et Jamie. Laurence est déjà en train de se préparer Ouais. psychologiquement. Ouais, ça va On être va dur. faire un épisode spécial d'ailleurs. Ah sur bah la oui, fin. ça c'est Il faut faire qu'on forcément. rattrape toutes les saisons. Pour le Oui, bien grand sûr. bonheur de Marc Ouais. et de Juliette. On espère que cette fin sera à la hauteur de la dernière saison. La dernière saison était assez réussie, la 6, 7, ouais. un peu moins. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à explorer, savoir quelle fin ils vont choisir, sachant que le dernier roman n'est pas sorti. Tout à Donc, ils n'ont pas ça pour se baser. Même si je pense que Diana Gabaldon a donné des indices au showrunner. Donc, très, très, très hâte. 6 mars. Alors, next, l'homme qui défia la mort. Oula. Espion à l'ancienne. Non. Je vois l'idée, mais Moi parce aussi, qu'il je est vois dans l'idée. une maison de retraite, mais non. L'homme qui défie la mort. Oui. Next fait partie de l'intitulé. Non. ou pas Non, pardon. L'homme Ça, qui c'était défia un- la mort. c'était C'était un la faux ami. transition. Bien.
L'homme qui défiait la mort. Une nouvelle série ou vieille série? Tu peux donner un indice? J'ai pas dit que c'était une série. Un film. Film. À couteau tiré. Non. Autre alternative de titre, Création interdite. Frankenstein. Frankenstein, J'aurais pu l'avoir. qui est numéro 1 des films anglophones dans le monde sur Netflix, avec 29,1 millions de visionnages en quelques jours seulement. Et des effets spéciaux assez bluffants, je crois, pour notamment 42 prothèses pour transformer Jacob et Lordy, dont on parlait tout à l'heure, en Frankenstein. Personne l'a vu du coup là pour le moment? Pas encore, Ouais. parce que c'est ce qu'on disait avec Marc hier, il fait 2h30, donc j'ai besoin de prendre mon élan avant de le lancer. Et on enchaîne avec la catégorie suivante, qui sont les ressemblances. Ouais, la fameuse. Alors, Notre catégorie préférée de tout le monde. on cherche donc Stacy, un acteur américain qui ressemble, toujours selon ChatGPT, à John Hamm, Matthew McConaughey et Brad Pitt. Ah, c'est un mix de. C'est un mix. Mathieu Rhys. Non. Matthew McConaughey. Matthew McFadden. Non. C'est tous les Matthew. Ce n'est pas un Matthew. C'est pas un Matthew. Ce n'est pas d'accord. un Matthew. Alors, Matthew McConaughey, Brad Pitt et John Hamm. John Hamm. Un beau gosse, quoi, en fait. Hein. Ouais, un Hein beau gosse. Voilà. Un beau gosse. Qui a un projet bientôt qui va sortir, quoi. Un Ouais, beau c'est gosse ça. qu'il a depuis longtemps, qui nous a parlé de ce qu'a fait un mea culpa sur sa coupe mulet il n'y a pas longtemps, je crois, Hein ces derniers jours. Chad Michael Murray. Non. Non. Coupe mulet. Ouais. Enfin, sa coupe mulet de il y a longtemps. Ouais, j'ai compris. Est-ce qu'il sera à l'affiche d'une série d'un Il film, sera bientôt à l'affiche d'un film dérivé d'une série. Et je vous donne tout là. Attends, laisse-nous réfléchir 5 Attends. minutes. Un film dérivé d'une série, je suis encore plus perdue. Bah, la coupe mulet, là, ça m'a perdu. Mais Américain, t'as dit. what else? Ah, George George Clooney. Clooney. Oh là là. En fait, j'allais te Un point pour tout le monde. J'allais te dire George Clooney. J'ai cru et, Et c'est en la fait, coupe tu m'as mulet dit qui t'a... coupe mulet. J'ai fait bon, bah ça peut C'est- pas être George. Si, c'est vrai, dans les années 80, effectivement, Eh ouais, il avait une ouais. belle coupe mulet. Ouais. Et donc George Clooney, effectivement, qui fera une apparition au casting du film Ah oui, 10% de J'adore. Netflix, dérivé de la série de France 2. Ça m'a fait rire parce que le mois dernier, quand on a parlé du film 10% dans Superstream, Juliette, tu nous as dit, quand je t'ai parlé des premiers noms qui tombaient, qui étaient, je crois, Laetitia Casta, Vincent Mackel, et tu nous as dit, ouais, j'aurais préféré Brad Pitt. Bon, ça va, t'es pas tombé loin. Ah bah, et puis c'est pas dit qu'ils viennent pas, Et c'est pas en dit fait. qu'ils viennent pas. Il y a Brad des Pitt, années, c'est pas fini, en fait. Tu écoutes Superstream. Et il y a aussi un remake américain de 10% qui vient d'être annoncé. Il y avait eu un remake anglais, Indien. un remake indien, je crois. Et voilà, le remake américain n'avait pas encore été fait, donc c'est pour bientôt. La régie pensait à me rajouter ce point, parce que je pense Oui. que ce sera le seul. de Alors, cet épisode. alors On le Stécie, donne avec générosité. Vous pouvez me le donner, s'il vous il plaît. te reste une dernière chance de te... Allez, je m'accroche. Allez. Un acteur américain qui ressemble à George Clooney, selon ChatGPT, même élégance posée et charisme calme. À Pierce Brosnan, même allure sophistiquée et regard sérieux. Daniel Craig. Et à Kevin Costner, ce n'est pas Daniel J'allais Craig. dire Daniel Ah bah Craig ouais. aussi. Alors, ouais. c'est Même bien. énergie de patriarche, solide et réfléchi. Oula. Kevin Costner. Non, du coup, Ah, pardon, c'est il est Kevin dans la Costner, liste. pardon. Ouais. C'est sur Yellowstone. moi. Donc, il Kevin ressemble à Costner. George Clooney, Pierce Brosnan et Kevin Kevin Costner. Costner. Ok. Donc, ce n'est pas un premier... Oui. Enfin, un jeune, C'est quoi. pas un jeu. Le mari de Calista Flockhart. je sais Ah, pas. Harrison Ford. Harrison Ford, non. C'était pas mal. Ça aurait pu. DiCaprio Non plus. Un peu plus âgé. Plus je pense. âgé que Ouais. DiCaprio. Ouais. Est-ce que Juliette a parlé de sa série il y a pas Non. longtemps? Non. J'allais dire Ted Danson, sinon. Je cherche. C'est une série qui n'est pas une série originale de plateforme de streaming, mais qui est dispo sur des plateformes de streaming. Ah, si tu triches en plus. Il y a tout en Attends, streaming. t'as On n'est dit pas George sur- Clooney, Kevin Costner et... Et Pierce Brosnan. C'est quelqu'un qui vient de reprendre son rôle très récemment dans une série qu'il avait quittée. Mais Non, on a plus de Stécie cerveau. n'aura pas de... Alors, je vois sur que la régie t'a quand même rajouté un point Merci de beaucoup. la participation. Non, il on a l'a repris pas. son Non, rôle mais je dans vous le une donne, alors. série. Ouais, vas-y. Alors, c'est Mark Harmon qui a Ah, interprété oui. Gibbs dans NCIS. NCIS. Voilà. Enfin, George Clooney, il Écoute, est un peu c'est plus vieux quand ChatGPT. même. Sur la mauvaise piste, effectivement. Et qui donc effectivement a repris son rôle très brièvement dans un épisode spécial de crossover entre NCIS et le préquel NCIS Origins. J'espérais vraiment qu'on l'ait celui-là. Écoute, moi Si vous ne l'avez j'ai pas, je foi dois en être- vous, j'ai foi en vous. Allez, les points, petit rappel des points. Donc Stécie, un point pour la participation. Voilà, c'est pour l'honneur.
Et petite surprise de last minute, Marc, 3 points. Ouais, je sais. Voilà, Aubery est belle remontée. remontée de Aubery avec 4 points. Pas suffisamment, je pense. Et Juliette, encore et toujours au sommet de la gloire, 5 points. Voilà, décidément. Juliette qui lève les épaules. Non, mais j'ai eu un petit coup de chaud quand Aubery elle nous a lâché Outlander, Breaking Bad. J'ai fait... Et On t'invitera plus. passe à Dommage. l'une des autres nouveautés, Stécie, de cette saison 2 de Superstream. C'est l'heure de la question secrète. C'est mystérieux. Vous êtes bien mystérieux. Oui, c'est mystérieux, toutes les lumières. Je vous pose une question, vous allez nous répondre. Voilà, comme NCIS, ce n'est pas un programme original de streaming, c'est des films qui sont disponibles sur les plateformes de streaming. Robert Pattinson et Jennifer Lawrence, qui sont tous les deux à l'affiche du film Die My Love, ils ont récemment eu l'occasion d'évoquer leur carrière respective pendant la promo du film. Donc, carrière respective, Twilight pour Robert Pattinson, Hunger Games pour Jennifer Lawrence, qui a d'ailleurs dit qu'elle avait auditionné à l'époque pour jouer Bella dans Twilight. Je vous pose donc la même question que Robert Pattinson a posée à Jennifer Lawrence. Quelle saga est la plus cool, Twilight ou Hunger Games? Non, mais. Waouh. Il lui a Oh posé là cette là. question. Ouais. J'ai le droit de répondre aucune des deux. Moi, Mais du coup, moi, je trouve que tout est dans le cool. Parce que il aurait dit, genre, quelle est votre saga préférée? J'aurais pas répondu la même, je pense. Mais la plus cool. Allez. Après. Il y en a qui seront surpris de ma réponse. Alors, Allez. donc, Twilight. nous Qui est- avons Ah, 3 revoir. Twilight et 2 3 Hunger Games. Twilight pour Hunger Games. Stécie, Victoire Aubery pour et Twilight. Juliette. Et Hunger Games pour Marc et moi. Ouais. Même si mon cœur va à Twilight. Mais comme je viens de le dire, si on réfléchit en termes de plus cool, je pense que Hunger Games. Pourquoi est tu Bah penses oui. que c'est plus Pourquoi c'est pas Twilight. cool, Twilight? Bah, je sais pas, c'est. Je Un peu pense. corny, non? Ouais, Ouais, ça reste mais pas c'était cool à l'époque, beaucoup. tu vois. Et puis Hunger Games, ça a peut-être mieux vieilli que Twilight. Ah, bah, ça, c'est. Non. Oui, c'est. Oui. Non, moi, je suis pas pense. sûre. Franchement, Et je pense que sur la durée, il y aura plus longtemps un effet nostalgie de Twilight qu'il n'y en aura de Hunger Games. Mais regarde, il y a eu des préquels de Hunger Games. Il n'y a pas eu encore de préquels et de séquels de Mais Twilight. attends. Hein. Ils sont pas en train de faire une série ou un truc Non, dérivé je crois que. Ah, le truc animé là, Midnight Sun. Il y a quelque animé chose qui sur se prépare. Netflix. Ouais. Je sais. Tes rêves et la réalité, là, je Ouais. pense. Franchement, j'ai adoré Twilight. Je les ai tous lus, relus, je les ai tous vus, revus. Mais ça fait quand même des années que je les ai pas vus et j'ai un peu peur de m'y relancer. Moi, je pense que tu peux revoir les 3 premiers. Ouais. Et après, par contre, il Oui, faut s'arrêter le- à partir du moment où il y a le. Après, Le la bébé question, Gate, c'était la saga la plus cool. Oui, c'est ça. C'est ça. La plus Parce que cool. alors, je vais changer mon vote. Ouais. Non, mais tu peux pas Et trahir. alors, je m'explique. Parce qu'en fait, finalement, Hunger Games, le mot cool C'est m'inspire ça. un peu pop culture, Bah ouais, finalement. tiens. Et l'impact de Hunger Ouais. Games sur la pop culture est énorme. Ne serait-ce que sur YouTube, le nombre de concepts qui sont nés après l'arrivée d'Hunger Games. Je rappelle que le projet Terminal de Michou, qui a été quand même diffusé dans les salles de cinéma et inspiré d'Hunger Games, et tout un autre tas de Tu m'as perdu. projets YouTube. Voilà, non, mais juste pour dire que le côté cool qui se rattache selon moi à la pop culture, Ouais, Hunger Games, c'est vrai. ça joue. Hein. Même s'il Voilà. faut aussi rappeler qu'Hunger Games était déjà inspiré, mais pas vraiment dit, de Battle Royale, Oui. le Bah film oui, japonais, où on avait déjà cette idée de gens qui vont s'entretuer, etc. Et alors, Mais ouais. à C'est la vrai. question, du coup, Jennifer Lawrence elle a répondu, c'était est-ce que c'est plus cool Hunger Games que Twilight? Et elle a répondu non. Voilà. Et il y avait un polygraphe dans l'interview et donc ça a déclenché le polygraphe. Et si vous êtes nostalgique, la saga Hunger Games est disponible donc sur Prime Video et les 2 premiers sont également disponibles en ce moment sur TF1+. Et Robert Pattinson, vous pouvez le retrouver au casting du film Mickey 17, Mickey 17, Tout à fait. sur Canal+. Voilà. Film de Bong Joon-ho, justement, Ouais, le exactement. réalisateur de Parasite, et très bon film d'ailleurs. Et que va-t-on regarder dans les prochaines semaines? C'est la question qu'on se pose dans cette dernière partie de Superstream. J'ai plusieurs sorties en projet. Quelle sortie? Oh, j'ai hâte de t'asseoir. Puisque comme chaque mois, avant de se quitter, on jette un coup d'œil sur le calendrier des prochaines sorties des plateformes de streaming. Vous allez reprendre votre petite ardoise pour me donner dans un premier temps. Ouais, désolée Stécie, on est comme ça ici. Je suis La ravie. nouveauté que vous attendez le plus parmi Jay Kelly, le 20 novembre sur Netflix, le film de Noah Baumbach avec George Clooney sur un acteur de cinéma qui se lance dans un voyage introspectif.
Traqué, le 3 décembre sur Apple TV, série française, thriller de Cédric Angers avec Benoît Magimel et Mélanie Laurent, sur un groupe d'amis chasseurs qui se retrouvent pris pour cible après un accident de chasse. The Abundance, le 4 décembre sur Netflix, une série western avec Lena Headey et Gillian Anderson par le créateur de Sons of Anarchy. Et enfin, Dis-le-moi tout bas, le 12 décembre sur Prime Video. Je connais déjà la réponse de Véry. Après À Contresens, le nouveau film espagnol adapté d'un roman de la même autrice, Mercedes Ron, avec encore une fois un triangle amoureux. Donc, la nouveauté que vous attendez le plus pour les semaines qui viennent. Moi, je voudrais dire que tu n'as pas donné dans la liste la nouveauté que j'attends le plus en décembre. Mais je pourrais peut-être le dire après. Oui. Suspense. J'ai pas honte du tout de mettre cette réponse. Non, mais il faut assumer. Désolé les cinéphiles. Alors, nous avons... Eh ben, on a pas mal de choses. Ouais, nous avons tout dit, en fait. J. Kelly, pour Marc et moi-même. Ouais. Traqué, pour Stécie. The Abundance pour Juliette. Et Dis-le-moi tout bas, Dimelo Barrito. Dimelo Barrito. Pour Aubery. Allez, vas-y, Aubery. Non, mais pourquoi je sais donc pas, des histoires d'amour, des ados. Ils avaient l'air de savoir, eux, pourquoi. C'est bien, non? Non, mais moi, je suis toujours bon public pour ce genre de programme. C'est très bien. C'est un film de Noël ou pas? C'est un film. Non, ce n'est pas un film de Noël. C'est un film Young Adults, Triangle amoureux, deux frères. Ce qui me fait dire que tu n'as pas proposé un Noël chez les Jonas Brothers dans les nouveautés qu'on attendait le plus. Ne me dis pas, Marc, que c'était celui-là que tu attendais le plus. Non, c'est pas celui-là. D'accord, j'ai eu peur. Juliette, ça aurait été ton choix, du coup. Absolument, bien mais comme sûr. tu ne me l'as pas laissé, voilà. ce sera The Abundance. Déjà parce que tu m'as dit Gillian Anderson et que si tu me dis Gillian Anderson, je suis déjà à moitié vendue à la sur cause. Ton canapé. Voilà. Ensuite, tu m'as dit les créateurs de Sons of Anarchy. Alors, western, moi, je suis vraiment pas fan à la base. Le truc, c'est que tout ce petit monde-là, pour moi, c'est gage de qualité. Donc, honnêtement, vraie curiosité. Okay. Justement, alors que je n'aime pas le western. Donc, Très bien. Alors, Stécie, Traqué. Alors, très pauvre, mes arguments, tu vas voir. Tu as dit Benoît Magimel et Mélanie Laurent. Voilà. D'accord. Ce sont deux acteurs actrices que j'adore. Donc, gage de qualité, tout à fait. Très bien. Allez, Marc, J. Kelly. J. Kelly, pareil pour les noms aussi. Noah Baumbach, réalisateur qui a fait des très bons films. Notamment Frances A. avec Greta Gerwig. George Clooney au casting. Et je crois qu'il y a un casting, alors je ne me rappelle plus de tous les noms, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Vraiment un très beau casting, donc c'est assez intéressant. Les films sur les acteurs ou les films sur le cinéma, moi ça me plaît toujours. Mais le film que j'aurais aimé que tu cites, alors, que tu n'as pas cité et que Juliette a déjà vu d'ailleurs, c'est parce que je pense que c'est dans la prochaine séquence. Voilà, probablement, mais c'est À couteau tiré 3. Mais spoiler Spoiler, mais celui-là je l'attends vraiment beaucoup parce que j'aime bien la saga. D'accord. Mais j'avais dit nouveauté. Vous n'avez pas bien écouté l'énoncé de la question. Là, c'est les suites. Les nouveaux films. Voilà. Faut suivre. Pardon. Tu peux l'écrire tout de suite pour le prochain. Donc je peux l'écrire, voilà. C'est dans le prochain. Donc même question justement pour les nouvelles saisons ou les retours. Tu fous en l'air le conducteur. Laquelle attendez-vous le plus parmi donc la saison 3 de Validé le 17 novembre sur Canal+, la saison 5 de Stranger Things à partir du 27 novembre qui sera en 3 parties sur Netflix, les Loups-Garous saison 2 à partir du 5 décembre sur Canal+, Pax Massilia saison 2 le 9 décembre sur Netflix, la série d'Olivier Marchal qui revient. Et effectivement, À couteau tiré 3, donc je crois que je connais déjà l'une des réponses, le 12 décembre sur Netflix avec Daniel Craig. Il y a quand même du lourd là. Ouais, il y a trop de choses. La fin d'année s'annonce assez chargée. Et tu n'as pas cité Emily in Paris. J'aurais pu citer Emily in Paris, effectivement. Allez, on rajoute Emily in Paris. Non, mais je pense que c'est pas la peine. Allez. Et du coup, je reste sur À couteau tiré 3. Alors, donc, 2 À couteau tiré pour Juliette et Marc. J'ai mis Stranger Things saison 5, Aubery et moi-même. Et Loup-Garou pour Stécie. Mais à égalité avec À couteau tiré 3 quand même. Ok, alors allez-y, on parlait d'À couteau tiré. Donc, Juliette, du coup. Oui, après je n'en divulgacherai pas trop, parce que sinon je vais me retrouver au tribunal face à Netflix. Et tu n'as pas envie de te retrouver au tribunal face à Netflix? Non, pas du tout. Surtout si tu veux leur proposer ton super concept de crossover. Absolument, ce serait vraiment dommage de le gâcher. Non, je dirais juste que moi je l'attendais beaucoup parce que j'avais adoré le premier opus. J'avais pas beaucoup aimé le second que je trouvais vraiment. Enfin voilà, j'avais l'impression que c'était un film qu'ils avaient fait sous LSD. Et au début, c'était un peu marrant, et puis sauf qu'en fait le film il dure 2h40, donc à la fin c'était vraiment trop. Voilà, et donc
sur ce 3e opus. J'étais très contente d'y revenir. Et voilà, et c'est tout, je crois, ce que je peux dire. Et donc, Marc, tu en attends beaucoup aussi. Moi, j'en attends beaucoup. Alors moi, le 2, je suis d'accord, était beaucoup moins bien tenu que le premier. Effectivement, ça partait en vrille, mais j'aimais bien ça aussi. Il y avait un côté où Rian Johnson s'autorisait des trucs où tu te disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est assez rare de voir ça devant les films aujourd'hui. Et le casting était super. Il y avait un espèce de duel dans le film entre Daniel Craig et Edward Norton qui jouait une espèce de Elon Musk. Effectivement un peu sous LSD, qui était quand même très drôle. Et il y avait des personnages complètement hauts en couleur, comme ils savent les écrire. Donc ouais, moi j'attends le 3, et puis je crois que a priori c'est plutôt pas mauvais. Donc voilà, je spoil pas trop, mais des gens m'ont dit que peut-être c'est pas mal. Non mais on en reparlera peut-être au prochain Super Stream. Bah, probablement. Stécie, tu restes sur les émissions de divertissement. Voilà, on dévie pas. Voilà, moi, c'est mes premiers amours, en tout cas, à la télé. Donc, Loup-garou. Après, je suis pas une grande fan non plus de ce concept-là. Mais je sais que je vais regarder, donc je l'attends quand même. Je l'attends tout court. Peut-être pas avec impatience, mais en tout cas, j'aime bien quand la télé est bien produite. Ouais. Donc, c'est ça qui m'attire sur ces divertissements-là. Ouais. C'est que c'est beau à voir, c'est loin d'être cheap. Et je trouve que quand même sur ce programme-là, le casting est souvent très cool. Là, je connais pas grand monde, je crois, sur le nouveau casting. Mais oui, je regarderai. Voilà, je regarderai. Et puis ça a renouvelé un peu le genre aussi. Ça a renouvelé le genre, tout à fait. Berry, Stranger Things. Bah, il est temps déjà. Je suis pas sûre de me souvenir de la fin de la saison 4, pour être honnête. Tellement ça fait des années qu'on l'a vu. Non, j'ai hâte, j'ai un peu peur aussi de savoir comment ils vont conclure. Pas très fan du calendrier de diffusion de cette série, mais bon, voilà, vu que ce sera en 3 parties, d'abord le 27 novembre, ensuite le 26 décembre, joyeux Noël, et le 1er janvier. Bonne année. À 2h du matin d'ailleurs, si vous êtes vraiment très impatient, il faut une spéciale programmation. Avec un final pour lequel, visiblement, il n'aurait pas fallu rajouter beaucoup plus de rush pour arriver à la durée de À couteau tiré 2. Quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est ça un peu qui m'interroge, la durée des épisodes. Non, mais après, j'ose espérer qu'avec tout le temps qu'ils ont eu pour la préparer, elle sera de qualité. Ce serait vraiment dommage de louper la sortie, parce que je trouve que c'est une série qui est quand même, dans son ensemble, assez réussie. Et donc voilà, très hâte de voir ça. Nous n'avons pas l'honneur de les avoir vus pour le moment. Mais ouais... hâte de savoir quelle fin ils ont réservé à la série, puisqu'ils savaient que c'était la fin. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis sur ce côté-là. Ouais, puis ils ont eu un peu les coups des franches, a priori, en termes de liberté, de budget. Enfin, voilà, ils ont un peu... Après, ça n'a pas empêché certaines séries de se casser la gueule sur la fin, comme Game of Thrones, par exemple. T'as raison, c'est peut-être pas forcément un bon signe. Mais je trouve que c'est une des séries... Alors, il faudrait la revoir dans l'ensemble pour vraiment revoir dans le détail, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de temps qui a passé. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est quand même une série qui a vraiment tenu la route depuis le début. Il n'y a quand même pas eu trop de sorties de route, justement. Donc, moi, je leur fais assez confiance pour finir bien, les choses bien, quoi. Et je crois que justement pour le final, l'un des acteurs a dit, Noah Schnapp, qui joue le rôle de Will, a déclaré que les acteurs ne verraient pas l'épisode final avant sa diffusion. Donc a priori, ils auront la surprise. Bon, eux, ils savent ce qu'ils ont tourné. Oui. Mais ils ont peut-être fait des fins alternatives la surprise comme du montage. C'est possible. Comme certaines. Et on en parlera bien sûr plus longtemps dans le prochain épisode de Super Stream. Entre-temps, on aura effectivement vu la première partie de ces adieux de Stranger Things, et puis on aura aussi vu plein de films de Noël, n'est-ce pas, Marc? Avec plaisir, évidemment. Un ex pour Noël, le Noël chez Jonas Brothers. Vive le vol d'hiver. Vive le vol d'hiver, My Secret Santa. On adore ces titres. Un grand merci à nos auditeurs et à nos chroniqueurs du jour, Stécie, Aubery, Juliette et Marc. Merci d'avoir répondu présent. Je vous donne rendez-vous à tous en décembre pour un prochain numéro. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à parler de Super Stream autour de vous. Salut!